soit à l'origine de mon patron avant ça. Merci de le mentionner, s'il vous plaît. Alors, le thème, donc, c'est la réponse, le thème, c'est le rôle de l'intelligence économique et de la dotation financière dans la gestion du risque d'investissement. Je voudrais en discuter donc avec M. Stanislas Zézé, qui est le PDG de Bloomfield Investment Corporation, dont le siège est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Récemment, vous avez fêté les 15 ans, les 15 années d'anniversaire de l'entreprise. Donc, vous avez fait des études de droit en France. Et par la suite, vous avez intégré donc l'Institut des sciences politiques et économiques de Eastern au Michigan. Vous obtenez donc un diplôme en économie. Par la suite, vous êtes donc admis à la prestigieuse école d'administration de gestion de l'Université de Michigan. Aussi, vous sortez avec un Master of Public Administration. M. Stanislas Zézé, vous avez travaillé aussi au niveau de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, au niveau des chaînes. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter à cette vie? Non, non, ça va, c'est bien. Allô, bonjour tout le monde. Non, je crois que la présentation, elle est brève, mais elle est bonne. Et on va laisser plutôt le temps à la discussion. D'accord. La première question, on parle de risque. Bon, la première question que j'ai envie de vous demander, c'est quoi un risque pour une entreprise qui est pour un pays en termes de risque économique? Alors, généralement, quand on parle de risque, il est extrêmement important de comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement de choses négatives. Parce que quand on parle, par exemple, de cartographie de risque, ce qu'on met en relief, ce sont les forces, les faiblesses et les opportunités. L'idée, en réalité, c'est de pouvoir situer le pays ou l'entreprise dans une sorte de cartographie qui nous permettrait d'avoir une vue holistique sur cette entreprise dans laquelle on veut investir, dans ce pays dans lequel on veut investir. Donc, on va mettre l'accent sur mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités. Et ça permet de réduire ce qu'on appelle l'asymétrie d'information entre l'investisseur et celui qui reçoit les capitaux. Alors, en mai, notamment le 4 mai 2023, vous organisez donc la 7e édition de la conférence du pays, qui est aujourd'hui un événement institutionnel au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les éléments qui seront mis en relief lors du rapport risque-pays qui sera produit? Alors, je crois que c'est extrêmement important de situer le contexte. La raison par laquelle nous avons créé cette conférence risque-pays, que d'ailleurs aujourd'hui on fait dans différents pays d'Afrique, l'idée c'était de dire que la perception du risque qu'on a sur le continent africain, généralement de l'extérieur, est une perception qui est quelque peu biaisée. Parce qu'en réalité, quand je regardais les analyses qui sont faites par les agences de notation internationale ou des structures de gestion des risques, je me suis rendu compte que l'approche était basée dans beaucoup de cas sur la méconnaissance de l'environnement, la première chose. Et la deuxième chose, c'était qu'on faisait ces analyses dans une logique universelle. Alors que le risque, il est analysé de façon contextuelle. Vous analysez le risque dans son contexte. Une situation de risque en France, vous la déplacez, la même situation en Côte d'Ivoire, elle peut ne pas représenter des risques. Donc l'idée pour nous, c'était justement de corriger ce biais et d'expliquer la vraie histoire de l'Afrique en termes de risque, dans la vraie perception. Généralement, l'Afrique est vue comme coupable jusqu'à prouver qu'elle est innocente. Alors qu'en général, la logique, c'est d'être présumé innocent jusqu'à être reconnu coupable. Donc, on voulait corriger ce biais. Et donc, pour chaque pays, ce que nous faisons, nous établissons un rapport de risque qui établit la cartographie des risques. Et nous faisons la présentation de ce rapport-là. Le ministre des Finances va réagir. On va regarder on va faire une analyse de l'environnement macroéconomique, de l'environnement des affaires, de la gestion des finances publiques. On va regarder l'environnement sociopolitique, dont les grands agrégats macroéconomiques qui nous permettraient de mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités de ce pays-là. Qu'est-ce que ce type de rapport-là peut apporter à un pays comme la Côte d'Ivoire ou à d'autres pays africains en général?
ça permet d'avoir une visibilité sur justement la cartographie de risque d'investissement dans ce pays-là. Vous avez vu ce matin, je ne sais pas si vous étiez là, euh, le représentant de l'ambassadeur a fait une présentation d'investir en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, les pays africains font toujours la même chose. C'est présenter que les points positifs. Alors qu'un investisseur qui veut investir dans un pays va se poser trois questions fondamentales. Quelle est l'opportunité d'investir? Parce qu'en réalité, s'il veut investir en Afrique, il a la possibilité d'investir dans 54 pays. Quelle est l'opportunité d'investir dans ce pays-là? Quel est le retour sur investissement auquel il devrait s'attendre? Et quel est le risque qu'il prend de perdre son capital? Donc, si vous n'arrivez pas à répondre à ces trois questions, généralement, ils répondent à la première question, celle du profil du pays qui représente les opportunités. Mais ils ne répondent pas au retour sur investissement, ils ne répondent pas au risque. Donc, évidemment, ils ont des informations qui sont très limitées. Et dans beaucoup de cas, quand les gens arrivent sur le terrain, se rendent compte des faiblesses et sont soit déçus et repartent, ou alors ont des difficultés pour apprécier. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut établir cette cartographie de façon très détaillée. Alors, qu'est-ce qui rassure un investisseur au vu de ce type de rapport? Ce qui rassure, ce qui rassure l'investisseur, c'est d'avoir toute l'information, en réalité. Ce qui rassure l'investisseur, c'est pas d'avoir des informations, que des informations positives. Ce qui rassure l'investisseur, c'est d'avoir toutes les informations pour qu'il ait justement, lui, de quoi prendre sa décision. Donc, euh, ce type de rapport est une aide à la décision. Elle ne prend pas la décision pour vous, c'est une aide à la décision. Donc, ça va permettre à l'investisseur d'avoir suffisamment d'informations pour l'orienter dans une bonne décision d'investissement. Donc, ce que vous dites par rapport au risque, le risque n'est pas forcément un facteur bloquant en termes d'investissement. Le risque n'a jamais été un facteur bloquant. Le risque, c'est un élément intégrant, un élément intégré de justement la notion d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit, plus vous prenez des risques, plus le retour sur investissement doit être élevé. Quand vous regardez, par exemple, même quand les banques font des prêts, regardez le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est composé de l'opportunité, justement, de faire du business et le risque de faire ce business-là. Donc, dans ce taux, vous avez le taux de risque et vous avez le taux de l'opportunité. Donc, plus vous êtes risqué, plus cher l'argent va coûter. Donc, vous allez voir, il y en a qui empruntent à 5%, à 2%, enfin, je parle du continent, hein. Ici, vous empruntez à 1%, c'est différent, on est dans un autre monde. Nous, celui qui est, si on prend par exemple, si vous êtes risque faible, vous allez certainement emprunter à des taux beaucoup plus intéressants, sans garantie. Celui qui a risque élevé va emprunter à des taux beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce qu'on estime que quand vous êtes plus risqué, on veut rapidement rentrer dans notre principal et puis éventuellement gagner des intérêts. Si on ne gagne pas des intérêts, on veut quand même rentrer dans le principal. Donc c'est ça le principe. Le principe, c'est de pouvoir établir la crédibilité des emprunteurs, de pouvoir faire une discrimination entre les emprunteurs pour que tout le monde ne soit pas mis à la même enseigne. Donc, quand vous êtes crédible, vous êtes récompensé par des conditions meilleures en empruntant. Et quand vous n'êtes pas crédible, évidemment, quand on vous donne accès à des financements, c'est à des conditions un peu plus complexes. D'accord. Avant de parler de notation financière, parce que vous dites souvent la notation financière en monnaie locale, on va demander aux participants si vous avez des questions. On va prendre deux questions de participants sur l'aspect risque d'investissement. Oui, Monsieur Balati, Bonjour et merci pour l'opportunité. J'ai une question, je vais rebondir par rapport au taux justement dans le pays africain, parce que j'ai remarqué que très souvent, par rapport à l'investissement, les entrepreneurs pensent se faire vers le blocage du taux pour le niveau d'intérêt et pour rembourser à la banque. Pourquoi nos pays sont pourquoi en fait on a le taux assez élevé pour des gens qui veulent se qui veulent se battre pour vraiment sortir du sous-développement. Alors, ce que vous devez comprendre déjà, c'est que quand les gens font le business, c'est pas de la solidarité. Donc, en réalité, ils ne prennent pas en considération le fait que vous vous battiez ou que vous ne battiez pas.
C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est les taux. En réalité, le problème qu'on a, justement, c'est que malheureusement, on a deux problèmes. Le problème de la garantie et le problème des taux. Le problème des taux, c'est que l'environnement fait que le taux de bancarisation qui est bas fait qu'il n'y a pas beaucoup d'épargne. Et donc, quand les gens n'ont pas beaucoup d'épargne, euh, quand les banques n'ont pas beaucoup d'épargne, évidemment, les conditions de mettre à disposition cette épargne-là sont contraignantes. Et cette contrainte vient de la réglementation bancaire, donc vient de la Banque centrale. Donc, les banques prêtent en fonction d'un certain nombre de ratios établis par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale va établir ces règles-là qui va certainement limiter. La deuxième chose, les banques ne suivent pas forcément les logiques de marché dans les pays développés, comme dans les pays développés où on prend le taux de base, le taux de base, c'est le taux directeur de la Banque centrale, et sur lequel on rajoute un spread. Généralement, vous voyez, le taux directeur de la Banque centrale est largement dépassé par les banques. Le taux directeur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, de la BCAO, il me semble que c'est 2,5. Et vous avez des taux à 15, à 13, à 10, évidemment. Et les banques vont vous dire que la majorité des banques dans les pays africains sont des banques étrangères qui viennent avec leurs propres règles en termes de tarification et estiment que l'environnement est très risqué. Et ce que je dis toujours aux banques, c'est que vous ne pouvez pas venir dans un environnement et penser que l'environnement va s'adapter à votre politique de crédit. Votre politique de crédit devrait s'adapter à votre environnement. Mais après, ça, c'est une autre discussion réglementaire. Et je crois qu'il s'agit de mettre en place des réformes par les politiques pour pouvoir ajuster ce type de taux d'usurier. Parce que beaucoup de banques n'ont même pas besoin de faire des analyses de risque, parce qu'elles partent du principe où l'argent est rare. Comme l'argent est rare, les gens sont prêts à prendre l'argent qu'on leur donne. On explique aux PME que tout argent n'est pas nécessairement bon pour votre business. Si on vous propose un taux à 10% et que vous savez que l'argent que vous allez utiliser va vous donner un retour sur investissement de 6%, c'est inutile d'en pointer à 10%, ça n'a pas de sens. Mais ce travail, si vous voulez, cette pédagogie doit être faite avec les banques, avec tout l'environnement. C'est une question d'écosystème. C'est vrai qu'on a des disruptions dans les écosystèmes sur les marchés des capitaux, mais tout ça, c'est nouveau. Et il est extrêmement important de faire de la pédagogie pour qu'on crée un écosystème qui soit favorable à l'émergence des PME. Et pour finir, les États ont une responsabilité importante dans créer un bon écosystème. Parce que vous regardez dans la majorité des pays, même les pays qui vous disent que les entreprises locales sont une priorité, ne mettent pas en place les politiques nécessaires. Parce que pour moi, une priorité, c'est pas nécessairement, quand on veut faire de la PME locale une priorité, c'est pas nécessairement le fait de mettre des mesures, si vous voulez, restrictives vis-à-vis des entreprises étrangères. La logique pour moi dans nos économies devrait être des économies libérales. Ceci dit, quand vous décidez que votre économie elle est libérale, ça veut dire que vous acceptez la compétition avec les entreprises étrangères. Mais ce qui devrait être une priorité pour ces pays-là, c'est de dire, dans cette logique de libéralisme économique, je veux que mes entreprises soient les meilleures. Donc, pour que mes entreprises soient les meilleures, je mets en place un système qui permet à ces entreprises-là de se développer. Donc, que ce soit la formation, le financement et tout le reste. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait. Donc, vous avez des pays qui se disent libéraux et finalement, quand vous prenez la majorité des pays africains, vous avez un tissu économique qui est composé de 85 et 95% du tissu économique est composé de PME locales. Mais malheureusement, ces PME ne contribuent qu'entre 18 et 20% du produit intérieur brut. Donc, entre 18 et 20% de la richesse créée. Ce que ça veut dire que la majorité des pays africains, dans la majorité des pays africains, l'économie n'est pas contrôlée par les entreprises locales. Donc, voilà la situation des PME. J'ai été un peu dans les détails pour vous montrer le contexte dans lequel évoluent ces banques et ces PME. Merci. Est-ce qu'on
rapidement, est-ce que aux solutions que vous avez apportées, donc, est-ce que l'État africain ne pourrait pas aussi se porter garant pour les entreprises, par exemple? Est-ce que ce type de projet existe actuellement en cours en Côte d'Ivoire, par exemple, ou dans d'autres pays, si vous connaissez? Vous savez, beaucoup de pays mettent en place des systèmes de garantie, les PME, pour pouvoir les aider à emprunter. Vous avez beaucoup même de bailleurs de fonds qui mettent des garanties, des fonds de garantie auprès des banques pour pouvoir prêter aux PME. Mais ce n'est pas ça le problème en réalité. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas créer des entreprises sans créer des entrepreneurs. On crée des entrepreneurs qui, eux, créent des entreprises. Et donc, quand on pense que le problème de l'entreprise, c'est que le financement, évidemment, on se retrouve dans des systèmes où non seulement ils ont des difficultés à accéder au financement, malgré tout ça, ou alors on finance des losers. On finance des entreprises qu'on sait qui vont se casser la figure. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers. Et c'est pourquoi je parlais d'écosystème. L'argent existe, l'argent est là. Mais c'est que les PME, en général, sont pas solides, elles sont faibles. Donc, même quand elles accèdent au financement, elles ne savent pas utiliser ces financements, elles finissent par faire défaut ou elles finissent par disparaître. Donc, l'accent doit être mis sur tout un écosystème. Ce n'est pas des questions de garantie pour accéder à des financements, mais vous accédez à des financements, qu'est-ce que vous en faites? Donc, le problème, il est beaucoup plus profond que juste accéder au financement. Malheureusement, tout le monde se concentre sur accéder au financement et on met tous les projets sont axés sur comment garantir le financement, comment accéder au financement. Mais une entreprise, quand elle se crée, son meilleur financier, vous savez, c'est qui? Ben, c'est son client. On crée une entreprise pour créer un produit, pour créer un service et le vendre. Donc, quand on va chercher de l'argent, c'est parce qu'on a déjà fait nos preuves et on veut développer. Donc, on a déjà fait nos preuves, on arrive à fabriquer 10 produits. Maintenant, il y a une demande pour 3000 produits et on n'a pas les financements pour les 3000 produits. Donc, on va chercher l'argent pour développer. Mais les banques ne prêtent pas des fonds d'amorçage. Aucune banque ne vous prêtera l'argent pour commencer un business. En tout cas, pas en Afrique. Je ne sais pas si ça se fait, mais pas en Afrique. Il faut avoir fait vos preuves d'abord et être capable de rembourser. Parce que figurez-vous qu'on ne prête pas aux riches, on prête à ceux qui peuvent rembourser. C'est ça la logique du crédit. C'est pourquoi je parle d'évaluer votre capacité, votre volonté à justement rembourser. Et c'est sur cette base-là qu'on vous prête. Merci beaucoup. Je me demandais si on a une cité, donc vous avez fait une petite contribution parce que ça part de la question de monsieur. Il y a un chercheur qui s'appelle Frank. Il a créé comme idée ce qu'on appelle POP, Bottom of the Pyramid. C'est-à-dire que les pauvres est une opportunité de créer une activité business. Et du coup, on peut créer une banque sociale, une banque déjà sociale, mais une banque qui ouvre des comptes à des personnes qui n'ont pas les moyens. Et je menais ça avec, par exemple, une entreprise de télécom, de telle sorte que les clients vont recevoir des messages de publicité, ce qui permettra de ne pas payer des frais bancaires et pouvoir avoir accès aussi au crédit. Et l'État, là où l'État doit intervenir pour votre deuxième question, c'est peut-être ces clients-là, des couches vulnérables, vont avoir accès au crédit et créer des entreprises, des paiements, mais avoir accès aussi à la commande publique si l'État décide d'absorber 30% de la commande publique pour paiement. Voilà la contribution que je voulais faire. Juste deux choses rapides. Je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que, d'ailleurs, beaucoup de pays le font, hein, on réserve 30% de la commande publique aux PME. Mais vous réservez 30% à des PME qui ne sont pas capables, justement, d'absorber ces 30%. Donc, en réalité, vous ne résolvez pas le problème. La vraie solution pour moi, pour les PME Monsieur, en c'est Afrique, pas du fait que l'État
la plupart, forcément, c'est PME. Parce que si vous donnez 30% de part des marchés de PME, que derrière l'État ne fait pas son travail de les appuyer, est-ce que ce n'est pas une sorte de... Bon, déjà, il faut qu'on responsabilise les PME. Personne n'a dit que vous pouvez être chef d'entreprise. C'est vous qui avez décidé. Donc, ça ne peut pas être la responsabilité de quelqu'un que vous gérez bien ou pas. Donc, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Vous décidez d'être entrepreneur, c'est votre responsabilité de réussir votre business. L'État, sa responsabilité, c'est de créer un environnement et vous, en tant que citoyen, vous permettre justement de créer. Maintenant, l'État peut décider, comme je disais tout à l'heure, ma priorité, c'est que mes entreprises dans mon économie soient les plus fortes. Et pour ça, je mets en place un écosystème qui leur permet d'être forts. Le centre des champions. Ouais, d'où le sens des champions. Mais je voulais revenir sur la solution. La solution pour moi, pour les PME, ce ne sont pas les banques. La solution pour les PME africaines, ce sont les fonds d'investissement adaptés. L'avantage d'un fonds d'investissement, vu la faiblesse de nos PME, c'est qu'un fonds d'investissement, il rentre dans votre capital, il prend exactement les mêmes risques que vous. Donc, il va s'impliquer en termes d'ouvrir son réseau, il va s'impliquer en termes de gouvernance, de gestion, de sorte à ce que votre entreprise réussisse. Parce que quand votre entreprise réussit, lui sort par le haut. Quand votre entreprise fait faillite, ben, il fait faillite avec vous. Vous ne lui devez rien du tout, il prend exactement les mêmes risques. Sauf qu'aujourd'hui, on a des fonds d'investissement qui ne sont pas adaptés. Des fonds d'investissement avec des tickets de 1 million de dollars, de 3 millions d'euros, de 5 millions, de 10 millions. Ce ne sont pas les besoins des PME africaines. Les besoins des PME africaines vont de 50 000 euros à peut-être 1 million d'euros. Donc de la petite PME à la moyenne PME. Il nous faut des fonds d'investissement africains avec l'argent des Africains. Pourquoi je dis l'argent des Africains? Parce que le fonds d'investissement qui est en Europe, quand il se crée et il va en Afrique, il va pour ses intérêts, son bénéfice, dont la notion de développement n'est pas intégrée dans sa stratégie d'investissement en Afrique. Par contre, un fonds d'investissement africain comprend les réalités de son environnement, donc aura aussi en tête le volet développement dans ce volet investissement. Donc, ce dont on a besoin en Afrique pour les PME, ce sont les fonds d'investissement avec des tickets adaptés aux besoins des PME. Une autre question avant de parler de la dotation financière de la Bonjour, bonjour. Juste par rapport au dernier développement de M. Zézé, que je remercie d'ailleurs. Par rapport au dernier développement de M. Zézé, que je remercie d'ailleurs, pour cette dimension, vous parlez de fonds d'investissement adaptés aux besoins locaux. Et très grande problématique qu'on a soulevée parce que j'avais des recherches là-dessus. On constate bien que, par exemple, les fonds d'investissement qui interviennent en Afrique, ils ont une logique qui on rentre dans le capital d'une entreprise et on veut ressortir au bout de 3-5 ans. En fait, le standard sur les marchés européens, alors que nos PME n'ont pas forcément, au bout de 3-5 ans, ne sont pas encore développés. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que nos caisses de dépôt, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le UEMOA particulièrement, nous avons tous des caisses de dépôt qui ont été inspirées du modèle français. Je suis passé par là-bas. Est-ce que vous ne pensez pas que la caisse des dépôts chez nous aujourd'hui peut jouer ce rôle? Parce qu'il y a ce fait que la caisse des dépôts a à disposition des fonds, et je reprécise parce qu'on aurait fait aussi un travail là-dessus, il y a des fonds à disposition qui proviennent des différentes caisses de retraite, ou des fonds de retraite qui sont dans nos pays. Donc la caisse des dépôts pourrait éventuellement utiliser ces fonds, rentrer dans les capitales de nos PME et apporter également, non pas que de l'argent, donc la matière financière, mais aussi le savoir-faire, l'accompagnement, la gouvernance que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que la caisse des dépôts pourrait jouer pleinement ce rôle au lieu qu'on aille chercher aujourd'hui encore des fonds d'investissement étrangers qui voudraient se conformer aux réalités du marché africain? Merci. Alors déjà, je ne suis pas en train de suggérer de fonds d'investissement étrangers. Je pense que je l'ai dit de façon très claire. Il faut que ce soit des fonds d'investissement locaux régionaux, créés par des Africains et gérés par des Africains. La caisse de dépôt peut justement rentrer dans plusieurs
fonds d'investissement, mais n'a pas vocation à aller justement gérer des fonds d'investissement, malheureusement. Mais je crois que ce n'est pas ça le rôle du Caisse des dépôts. À mon avis, oui, vous avez tout à fait raison, elles ont suffisamment de fonds, que ce soit les fonds de pension en Afrique qui ont suffisamment de fonds. C'est justement d'encourager des jeunes Africains, jeunes Africaines, à créer des fonds d'investissement dans lesquels ils vont justement mettre des fonds et qui seront gérés par ces spécialistes-là qui ont pour rôle de gérer des fonds d'investissement. Donc, l'argent, en Afrique, il y en a. C'est une question d'organisation, de structuration et une question de stratégie. Et je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, pour moi, la solution pour les PME africaines, ce seront des fonds d'investissement africains qui ont justement des petits tickets, donc des tickets qui correspondent aux besoins des PME, et des durées, on va dire 10 à 15 ans, qui correspondent aussi à la durée du développement pour pouvoir atteindre une vitesse de croisière. La majorité des PME atteignent la vitesse de croisière en Afrique autour de 7 ans. Donc évidemment, si vous rentrez dans une logique de maturité de 15 ans, oui, à partir de 8 ans, 10 ans, ces fonds-là peuvent sortir par l'euro si l'entreprise a atteint la vitesse de croisière. J'ai un mot sur la notation financière monnaie locale. Alors, nous sommes donc Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Maintenant, nous sommes un peu partout dans l'Afrique, dans 20 pays. Dans 20 pays africains, dans 2 pays européens et dans un pays asiatique. Et l'idée de la notation financière en monnaie locale que nous avons créée il y a 16 ans, c'est de dire, toujours dans la même logique d'appréciation du risque, hein. Et j'ai constaté que quand j'étais à Banque mondiale, je regardais les notations de Fitch, de Moody's et de Standard & Poor's, pour ne pas citer leur nom. Et je voyais que tous les pays africains avaient de mauvaises notes. Enfin, en réalité, 95%, 98% des pays notés avec de mauvaises notes. Et pourtant, je regardais les rapports que moi je faisais sur les économies africaines et je voyais qu'il y en a qui étaient très performants. Donc, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est quand même curieux. Je vois des pays qui performent bien quand je les compare à d'autres pays occidentaux qui, dans leur contexte aussi, performent de la même façon, mais ont des mauvaises notes. Et je suis allé plus en détail, je me suis rendu compte, parce que sachez que le rôle d'une agence de notation financière, c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit. Évaluer la capacité et la volonté d'une entité à faire face à ses obligations financières, à court, moyen et long terme. Évidemment, cette capacité de faire face à vos obligations financières se fait dans une monnaie. Sauf que les agences internationales notent tout le monde dans la logique de la monnaie de référence qui est le dollar. Donc, ils parlent du principe où s'ils notent la Côte d'Ivoire, ils notent le Bénin, ils notent la Chine, ils notent, je sais pas moi, la France, tout le monde est noté en dollars. Donc, tout le monde est supposé emprunter en dollars et rembourser en dollars. Donc, quand on part sur cette base-là, les pays africains sont systématiquement pénalisés. Pourquoi? Parce que les pays africains, de par la structure de leur économie, ont des réserves des devises qui sont faibles. Parce qu'ils ne sont pas des pays transformateurs de matières premières. Ils vendent des matières premières, ils engrangent des devises et ils utilisent ces mêmes devises pour importer des produits finis dont ils ont besoin. Donc évidemment, le niveau de réserve des devises sont toujours faibles. Donc ces pays sont condamnés à avoir des mauvaises notes, quelle que soit leur performance. Et moi, je trouvais que c'était complètement ridicule. Et ça, la capacité de payer dans une monnaie ne détermine pas votre crédibilité. Donc nous avons introduit la notation financière. Mais bien sûr qu'elles sont contentes, elles sont conscientes, mais bon, ce n'est pas dans leur intérêt d'en parler. Et je me rappelle bien quand on a commencé, ils se demandaient si on voulait faire de la notation à l'africaine. On leur a dit, vous verrez si c'est à l'africaine ou si c'est à la Bloomfield. Mais c'était plutôt à la Bloomfield. Donc, on a introduit la notion de notation financière en monnaie locale. Ce que ça veut dire, c'est que nous allons vous noter dans votre propre monnaie. Donc, quand on note la Côte d'Ivoire, on la note en CFA. Quand on note le Rwanda, on note en franc rwandais. Quand on note la RDC, en franc congolais.
Et pourquoi on le fait? Parce que dans votre propre monnaie, vous n'avez pas de limitation de réserve de devises et vous n'avez pas de politique de transfert de devises. Si votre obligation est en CFA, donc si vous empruntez en CFA, vous remboursez en CFA. Donc, la différence, c'est que vous pouvez avoir une note très élevée dans votre propre monnaie et avoir une note très faible en devises étrangères. Parce que plus le niveau de réserve des devises est faible, plus la politique de transfert des devises est contraignante. Parce que, au français facile, parce qu'il y a des gens qui me regardent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ok, je vous dis ça en français facile. Vous êtes tous ici, vous avez certainement que des euros. Ok, il y en a qui ont 100 euros, 1000 euros sur eux, mais vous avez tous des euros. Et je vous dis, je vends mon livre à 25 000 francs CFA. Et tout le monde me dit, mais on n'a pas de CFA. Je dis, bah donc vous êtes pauvre. Si vous n'avez pas de CFA, vous êtes pauvre. Et pourtant, vous avez l'équivalent de ça en euros. Mais comme moi, je le vends en CFA, si vous ne pouvez pas l'acheter en CFA, j'estime que vous êtes pauvre, que vous n'avez pas d'argent. C'est ça la logique de la notation financière en devises étrangères, de dire, si vous n'avez pas de devises, vous n'êtes pas crédible. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, nous sommes revenus rectifier un biais qui existait. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains commencent à se plaindre de notation internationale. Donc, nous notons beaucoup de pays africains. Et aujourd'hui, c'est bien pour eux d'avoir les deux notes. Naturellement, si vous allez faire un eurobond, vous allez emprunter en dollars ou en euros, vous allez rembourser en dollars ou en euros. Mais ça ne détermine pas votre crédibilité. La capacité de rembourser en euros ne détermine pas votre crédibilité. Par contre, la capacité de rembourser dans votre propre monnaie détermine votre crédibilité parce que c'est dans votre propre monnaie qui établit votre richesse. Donc voilà la raison pour laquelle nous devons. Merci beaucoup. Avant de faire passer l'étude sur le livre, fais-moi très rapidement parce qu'on a énormément d'entrepreneurs qui sont là. Alors, comment on peut prendre des risques aussi? C'est pour vous la question plusieurs fois. C'est une demande. Alors, ce que je dis toujours, c'est que la majorité des gens vont constater qu'ils sont dans un environnement qui est hostile et vont conclure qu'il est difficile d'entreprendre parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, parce qu'on n'aide pas, parce qu'on n'oriente pas. Enfin, c'est compliqué. Et ça, c'est la mauvaise approche en réalité. Parce que de toute façon, vous êtes dans cet environnement, vous n'allez pas bouger. Et peut-être que vous ne contrôlez pas ce qui fera bouger cet environnement. Du moins, vous ne pouvez pas tout contrôler. La bonne question en réalité, c'est de se dire, j'ai constaté que l'environnement est complexe et difficile, mais comment je réussis dans cet environnement-là? Et là, vous vous posez la bonne question, et là, vous avez le début de solution. Je vous raconte rapidement l'histoire de Bloomfield. J'ai décidé de créer Bloomfield en 2007, donc il y a 16 ans, dans un environnement où la probabilité de réussir cette entreprise était de 0%. Quand je dis 0%, c'est 0%. Il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas de narrative, il n'y avait pas de client, il n'y avait pas de partenaire, il y avait zéro. Mais tout le monde me disait, vous êtes complètement fou de vouloir créer quelque chose dont la probabilité de réussite est zéro. C'est aussi l'histoire du bon client avec la dame qui voulait. Oui, ça c'était le premier jour. Mais si je m'étais arrêté à dire, bon, écoutez, c'est trop difficile, parce que déjà, il faut pouvoir mettre en place un cadre réglementaire et tout ça, c'est compliqué, je laisse tomber, c'est trop difficile. Ben, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler de Bloomfield 16 ans après. J'ai décidé de créer et de forcer l'écosystème. Et je vous dis comment je vais commencer. Première chose, il faut comprendre la psychologie de votre environnement. Il faut comprendre la psychologie de vos interlocuteurs. Première chose, je me suis dit, on est dans un environnement où quand les choses ne sont pas réglementées, personne ne les prend au sérieux. Donc, pour commencer cet écosystème, il faut commencer avec la réglementation.
Et donc, comment je vais convaincre le régulateur de mettre en place une réglementation sur la notation financière parce que moi, j'ai décidé de créer une agence de notation financière. Je prends rendez-vous avec le régulateur. Écoutez bien, hein, j'avais rendez-vous avec lui, je me rappelle très bien, j'avais rendez-vous avec lui à 15 h, un mercredi à 15 h. J'arrive, je suis toujours à l'heure, moi. J'arrive à 15 h moins 10, on m'installe dans la salle de réunion à 15 h moins 5. Une grande table comme ça, ils me l'ont fait un peu à la Poutine, quoi. Très grande table. Et donc je m'assois au bout de la table et en face de moi, il y a une horloge. Et le secrétaire général de l'autorité de régulation des marchés publics à l'époque a fait ses études au Canada, donc quelqu'un qui est aussi dans cette logique de ponctualité. Il est arrivé à 15 h pile avec deux de ses collaborateurs, il s'est mis en face, dans l'autre côté, ils sont mis à côté, il a dit « Bonjour monsieur, vous avez souhaité me voir, je vous écoute ». Évidemment, je me suis tout de suite rendu compte rapidement que ce monsieur n'avait pas beaucoup de temps, ou ne me prenait peut-être pas au sérieux. Donc j'ai fait mon speech en 1 minute 35 secondes, ce qu'on appelle elevator speech. Il me dit, il pose 3 secondes, bien noté, merci monsieur, bonne chance, au revoir. Et il s'est levé, il est parti. 2 minutes, il m'a reçu. Mais c'est mal me connaître. Ça ne peut pas me décourager. Au contraire. J'ai regardé l'horloge, j'ai souri, et avant de me lever, je dis, cette même personne va me rappeler bientôt, on va s'asseoir dans cette salle et nous allons discuter au moins 2 heures. Donc c'était ça mon challenge quand je sortais de la salle. Maintenant, il fallait mettre en place une stratégie pour qu'il puisse me rappeler. Alors la stratégie, c'était quoi? Quand vous êtes une agence de notation financière, vous êtes une société commerciale. Donc vous avez le droit de faire des notations, vous n'avez pas besoin de permission pour ça. Par contre, vous avez besoin d'être agréé pour qu'on puisse reconnaître vos notes. C'est la raison pour laquelle il fallait un cadre réglementaire. Mais comme je vous disais tout à l'heure, maîtrisez l'environnement maîtrisez la psychologie de vos interlocuteurs et de votre environnement. Je sais qu'un régulateur aime contrôler. Évidemment, ça gênerait le régulateur de savoir que je fais de la notation et qu'il ne me contrôle pas. Ça lui posera un problème. Deuxième challenge, il fallait trouver le client. Il y avait 0 client. Il fallait convaincre quelqu'un de se faire noter. Je suis allé convaincre le directeur général du premier port exportateur de cacao au monde, qui est en Côte d'Ivoire, à San Pedro, le port de San Pedro. Je lui fais la présentation et quand je finis, dans un langage très familier ivoirien, il me dit « Ah, petit frère, ton affaire là est compliquée, c'est très sophistiqué là. » Il dit « Mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte ?» J'ai dit « Grand frère », parce qu'on reste dans le cadre culturel. Je dis, est-ce que tu recherches l'argent en ce moment? Il me dit, oui, je recherche 900 millions de francs CFA pour faire une étude d'extension du port de San Pedro avec la BAD. Mais il me tourne en rond depuis 2 ans. Je dis, si tu te fais noter, je te promets qu'ils vont te financer. Mais je parlais en connaissance de cause. À votre avis, qui a mis en place le système d'évaluation des risques de contrepartie de la BAD? Bah, c'est moi. Donc, je lui ai dit, il me dit, OK, voilà ce qu'on va faire. Tu me notes. Si on me finance, je te paye. Si on ne me finance pas, je ne te paye pas. Mais dans tous les cas, je suis gagnant. Même s'il ne me paye pas, j'ai ma première notation sur laquelle je peux te capitaliser. Évidemment, s'il me paye, je gagne doublement. Mais je savais que ça allait marcher de toute façon. Je fais sa notation, on lui met à disposition les fonds, et il est devenu mon meilleur ambassadeur. Il allait dire, la notation, c'est la magie. On te note, on te note. Mon deuxième client. Et une fois que j'ai eu ce client, j'ai eu un deuxième, j'ai eu un troisième. Et devinez qui m'a appelé? Le régulateur. Je suis revenu dans la même salle. Mais cette fois-ci, on a discuté 3 heures de temps. Et il a mis en place la réglementation. Ensuite, tout le système s'est mis en place. On a commencé à noter. Et 16 ans après, aujourd'hui, parler de notation financière en Côte d'Ivoire, dans l'UEMOA, c'est devenu comme une seconde nature. C'est tellement naturel. Mais il y a 16 ans, c'était extraordinaire parce que ça n'existait pas. Et aujourd'hui, systématiquement, les gens se font noter.
aujourd'hui, je peux vous dire, si j'ai le temps de venir, j'ai quand même plus de 130 clients dans mon portefeuille, hein, et si j'ai le temps de venir m'asseoir ici, bavarder avec vous, c'est que finalement, aujourd'hui, je ne cherche plus de clients, ils viennent à moi. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une question et après on va passer à l'échange suivant. Donc, je sais pas. On devait passer devant le micro de M. Fitch. Vous êtes une concurrente. Ben non, ça m'appelle méchant. Alors, bonjour, et c'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Victoire Durand, donc directrice commerciale chez Fitch. Et j'ai une plateforme aussi qui s'appelle Femmes et Finances. Alors, moi, j'aimerais revenir sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est celui des fonds d'investissement dont vous avez parlé, qui serait la solution pour les PME de se refinancer de façon effective et efficiente. Mais moi, je pense que, avant de parler de fonds d'investissement, j'ai beaucoup de doutes que les gens dans la salle savent ce que c'est qu'un fonds d'investissement. C'est d'où la partie femmes et finances que je représente aussi parce que j'estime que en matière de finances, en matière d'investissement, en matière d'épargne efficace, on a un gros manque chez nous en Afrique, celui de l'éducation financière. Et je pense qu'on devrait pouvoir commencer par là parce que le fonds d'investissement qui pourra vous aider à financer votre entreprise se différencie d'une banque que c'est des capitaux qui sont mis à disposition par des investisseurs eux-mêmes. Donc, c'est ces capitaux-là qui vont être injectés dans votre entreprise et qui, pour le fonds d'investissement, c'est vital de recouvrer cet argent-là. Et donc, je pense que c'est important de peut-être relever ça et puis de s'informer davantage sur ce que c'est qu'un fonds d'investissement. Parce que chez nous, en Afrique, les fonds d'investissement ou les asset managers qui mettent sur pied ces fonds d'investissement-là sont très focus sur la dette publique, donc les dettes des gouvernements, et n'ont pas encore vraiment mis sur pied des produits qui permettent d'investir dans des entreprises. Merci. Oui. Donc, le deuxième sujet, c'est au niveau de la notation. J'aurais aimé vous demander quel est justement votre unique selling point en termes de, ou du moins, qu'est-ce qui fait que vous excellez en Afrique, à part le fait que vous soyez le numéro 1, ou du moins le pionnier en termes de notation en Afrique, en monnaie locale, mais qu'est-ce qui vous plus-value ou bien votre unique selling point qui vous différencie justement des agences de notation telles que Fitch ou Moody's ou S&P. On en a parlé, c'est pour le public, c'est pas pour moi. Alors, ouais, Voilà. c'est bon? Ok, merci. Sur le premier point, si vous vous rappelez tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est il faut créer des investisseurs, il faut créer des entrepreneurs avant de créer des entreprises. Donc, quand je parle de créer des entrepreneurs, je parle justement de la pédagogie. Quand on crée une entreprise, toutes les questions sur l'entreprise, on se les pose avant. Comment la gérer? Qui sera notre client? Qui seront nos collaborateurs? Quel type de stratégie marketing on mettra en place? Quel type de stratégie com? Quelle gouvernance on met en place? Toutes ces questions, on se les pose avant. C'est pourquoi il faut créer des entrepreneurs d'abord et ensuite créer des entreprises. Une fois qu'on a créé, je suppose qu'on est dans une logique où on sait comment gérer. Donc évidemment, ce que vous proposez, c'est une très bonne chose parce que pour moi, c'est une première étape pour peut-être les toutes petites entreprises. Mais les PME, évidemment, ce serait bien qu'elles puissent aller vers les fonds d'investissement. Maintenant, les toutes petites entreprises qui vont éventuellement devenir des petites entreprises devraient passer justement par des family finance funds. Ce qui nous différencie de Fitch et de Moody's et Standard & Poor's, c'est 2 choses. La première, nous sommes sur le terrain. Nous comprenons l'environnement, nous évaluons dans le contexte, nous avons la capacité de nuancer sur les risques. Et nous avons surtout aussi la capacité d'interpréter sans émotion. Je vais vous donner un exemple simple. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, nous notons le Mali. L'agence internationale a tout de suite dégradé de la musique.
Nous n'avons pas dégradé le Mali. Ils nous ont demandé, mais pourquoi vous ne dégradez pas le Mali? On leur a dit, nous, on ne dégrade pas dans l'émotion. Un coup d'État, c'est un acte qui s'est posé. Nous allons attendre de voir les conséquences de cet acte avant de prendre une décision. Le Mali n'a pas fait défaut sur ses obligations jusqu'à ce qu'on coupe la relation avec la Banque centrale où elle a ses fonds. Mais évidemment, vous créez une situation où elle n'a ni la capacité ni la volonté de le faire, c'est différent. Et donc, c'est cette subtilité-là. Et le fait aussi que notre approche est une approche qui fait mieux sens dans cet environnement que l'approche de Fitch, de Moody's et de Standard & Poor's. Voilà pourquoi nous sommes les meilleurs. Vous sortez donc L'homme aux chaussettes rouges, hein, qui était le 15 août 2022. Alors, beaucoup se posent la question de savoir L'homme aux chaussettes rouges, pourquoi on va appeler le livre portrait comme ça, même si à vous voir, on peut développer. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Ouais, la réponse est dans le livre. Et le livre, il est derrière. Non, plus sérieusement, je ne porte que des chaussettes rouges, déjà. Donc, l'homme aux chaussettes rouges, c'est adéquat quand même. Et je ne peux pas me tromper parce que je n'ai que des chaussettes rouges dans mon wardrobe. C'est-à-dire que j'en ai à peu près 150, me semble-t-il. Mais pourquoi je porte les chaussettes rouges? Alors, ça va vous paraître peut-être curieux, mais bon, c'est la raison pour laquelle je porte les chaussettes. Déjà, les chaussettes rouges, c'est la couleur de la force, de l'énergie, de l'amour. Et en même temps, ce sont des chaussettes. Des chaussettes, on marche sur les chaussettes. Donc, c'est l'humilité. Et les chaussettes, on ne les voit pas, sauf quand je m'assois comme ça. C'est la discrétion. Donc, en réalité, finalement, les chaussettes rouges, c'est la force maîtrisée. Et c'est ce qui m'incarne en réalité. Et c'est pourquoi je porte des chaussettes rouges. Et je les ai empruntées des cardinaux qui, pour moi, reflètent justement ce caractère. C'était lors d'un voyage. Au Vatican en 2000. Les cardinaux sont des gens très discrets, très puissants, très écoutés, qui ont beaucoup d'influence dans l'Église catholique, qui portent des chaussettes rouges tout le temps. D'ailleurs, les chaussettes rouges, on les appelle les cardinals. Et vous ne les voyez jamais à cause de la longue soutane. Donc, c'est la raison pour laquelle je porte des chaussettes rouges. D'accord. Lors de la présentation. Alors, lors de la présentation du livre à Abidjan, dans vos locaux, vous dites à un confrère journaliste, c'est l'histoire de mes petites victoires, de mes espoirs et de mes difficultés. C'est aussi l'histoire de qui je suis et j'en suis fier. Comment là-dessus? Alors, moi, c'est ma biographie, hein, en réalité. Je pense que malheureusement, les jeunes Africains n'ont pas beaucoup de modèles sur le continent. Et les modèles sont, pour moi, ceux qui ont créé quelque chose, qui ont réussi quelque chose. Être riche, ce n'est pas une réussite pour moi. Une réussite, c'est réussir un projet de vie. Et la richesse peut être la conséquence de ce projet de vie. Et donc, mais malheureusement, les Africains n'aiment pas partager leur succès. Chacun reste dans son coin de façon très égoïste et estime que s'il a réussi, il a réussi seul. Et donc, les autres devraient se débrouiller aussi. Moi, je pense différemment. Je suis très généreux et je pense qu'il est extrêmement important de partager. Et je me suis rendu compte que partager mon histoire a permis à des jeunes de réussir leur projet. Donc, évidemment, c'est ma contribution à ce continent que j'adore. Je suis très panafricaniste et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit. Et d'ailleurs, ma stratégie de vente de ce livre, elle est très simple. Je ne les vends ni à la librairie, ni sur Amazon, nulle part, sauf dans des points précis. Je veux rendre ça tellement rare, avec beaucoup de communication autour, pour que les jeunes s'y intéressent. Donc quand ils achètent pour lire. Ils n'achètent pas pour le mettre dans la bibliothèque. Quand ils viennent pour les livres, ils ont l'occasion de me rencontrer parce que ça se vend dans mes bureaux. J'accorde 5 minutes, 10 minutes pour discuter, échanger. Je fais une dédicace, on fait des photos. Ça reste un moment magique. Je fais beaucoup de dédicaces à travers le monde pour que ce soit quelque chose de magique, pas juste un livre. Je n'ai pas besoin de ce livre
pour gagner de l'argent. Je n'écris pas pour gagner de l'argent. La preuve, j'ai sorti en quantité très limitée, 5000, pas plus. Donc, pour moi, c'est le message que je fais passer, ce partage-là avec les jeunes et ces valeurs de réussite. Parce que vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui à l'ère Instagram, euh, ils voient des gens qui pensent qu'ils ont réussi parce qu'ils les voient dans de belles voitures. Je demande, allez qu'on vous raconte l'histoire des gens. Vous allez comprendre comment on fait pour réussir un projet de vie. Les forces, les faiblesses, les difficultés et tout ça. Vous verrez que c'est un parcours. Donc c'est ce parcours-là et surtout les valeurs que je veux mettre en relief dans ce livre. Et ça passe très bien, c'est un livre qui se vend très bien. On discute bien, il y a beaucoup de jeunes, de moins jeunes qui lisent le livre et qui reviennent vers moi avec des questions, des discussions, j'organise des débats là-dessus. L'idée, c'était vraiment de partager, quoi. Je rappelle que le livre est toujours disponible au stand de M. Stanislas Deguet. Il pourra vous passer ce livre. On peut saluer aussi M. Papon Kipré, qui a posé aussi c'est avec vous. Il est toujours disponible. Il est toujours derrière. Déjà, on va conclure l'entretien. Merci infiniment d'avoir accepté de je pense que on est satisfait et satisfait d'avoir assisté à des événements avec la qualité des interventions. Tout à fait un mot de fin à tous les entrepreneurs qui sont c'est quoi un bon entrepreneur qui votre vie? Alors, déjà, je voulais vous remercier, Alain, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce forum. Je crois qu'on ne débat pas souvent entre Africains, malheureusement, alors que nous avons énormément de choses à discuter, à débattre. Et je sais que Alain était très inquiet jusqu'à la dernière minute. Il me demandait si j'allais venir. J'ai dit oui, j'ai dit que j'aimerais, j'aimerais. Il me dit, mais faites une vidéo. Il y a énormément de participants qui m'ont dit que c'est ça, c'est là. Il me dit, faites une vidéo. Je dis, mais je n'ai pas compris, je postais. Voilà, je postais ça sur tous mes comptes. Il me dit, non, 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 une vidéo. Donc, je suis vraiment content d'être ici parce que en réalité, j'aime bien participer à ce genre de débat. Et je crois que les solutions de développement de l'Afrique se trouvent avec les Africains, pas avec les banques de développement, pas avec les Occidentaux. Et d'ailleurs, pourquoi ils devraient s'intéresser à notre développement? Ils ont leurs propres problèmes, chacun a ses propres problèmes de développement. Il faut qu'on arrête de déléguer les solutions à nos problèmes. Il faut qu'on les trouve nous-mêmes et surtout des solutions adaptées. Et donc, je crois que ce type de forum qu'on organise, et c'est en ça que je voulais vraiment vous féliciter, ce type de forum, et moi je regarde la salle, je suis tellement content de voir que vous avez pris de votre temps pour venir débattre et discuter de ces questions qui sont fondamentales et qui sont très importantes pour nous. Les solutions, on les trouve à force de débat. Vous regardez les pays développés, ils se sont construits justement sur ces débats-là pendant des décennies, des décennies, des décennies. Ça ne se fait pas à coup de bâton magique. Ce sont des débats et c'est comme ça aussi qu'on pourrait rapprocher la diaspora de l'Afrique. Moi, j'ai vécu 25 ans à l'extérieur, 10 ans en France, 15 ans aux États-Unis. Je suis rentré. Je sers un peu de liaison entre la diaspora et le continent. Je vois comment les gens de la diaspora regardent l'Afrique. Je vois comment les gens de l'Afrique regardent la diaspora. Et je crois qu'il est extrêmement important d'avoir ces débats pour se rapprocher. Les gens de la diaspora se posent toujours la question de pourquoi on ne les prend pas en considération dans ce qui se passe sur le continent, alors qu'ils pensent qu'ils ont beaucoup de choses à apporter. Et ce que je le dis toujours, c'est que vous dites que vous avez beaucoup de choses à apporter. Est-ce que vous avez demandé aux Africains ce qu'ils veulent? Parce que vous pensez que vous avez des choses à apporter, certainement, mais si vous n'adaptez pas ça à eux, leurs besoins, finalement, vous ne représentez pas grand-chose pour eux. Et donc, si on a ces débats-là, on va commencer à comprendre quels sont les besoins sur le continent. Et en tant que diaspora, l'avantage que vous avez la double culture. Et avoir la double culture vous rend beaucoup plus riche. Mais justement, il faut savoir quels sont les besoins du continent pour pouvoir justement essayer de les combler, soit d'ici,
ou un retour sur le continent. Donc, pour moi, je suis vraiment content d'être ici. Et je pense aussi que l'Afrique est le futur du monde. Par contre, ce qui me chagrine, c'est que tout le monde a compris ça, sauf les Africains. Et il est extrêmement important que les Africains rapidement comprennent ça et que on ne se retrouve pas sur un continent qui nous appartient et qu'on soit des spectateurs de ce nouveau monde-là. Et si on ne commence pas à débattre de ce nouveau monde qui est en train d'arriver, on va se retrouver, comme je dis, spectateurs sur notre propre continent. Et je peux vous dire, ça a commencé. Les gens ont commencé à venir sur le continent, ont commencé à se positionner. L'avantage que les Occidentaux ont, ils ont une très grande capacité d'anticipation à très long terme. Et nous sommes dans du court terme. Il faut qu'on change ce paradigme, qu'on change cette logique, qu'on rentre dans une logique d'anticipation à très long terme. Quand je dis très long terme, c'est 100 ans en avant. Et ça commence maintenant. Construire les 100 ans prochains, c'est aujourd'hui qu'on commence. Et on commence par des débats, on commence par avoir une stratégie et on commence à mettre les choses en place. On a comme l'impression et d'ailleurs, si vous regardez nos différents systèmes politiques, ils sont conçus sur du court terme. C'est lui qui est là pour 5 ans, il veut qu'on voit tout ce qu'il est capable de faire pendant 5 ans. Et pourtant, il y a des projets dont il mettra les bases. Pendant ces 5 ans, on ne les verra pas, mais celui d'après va continuer et c'est dans 20 ans qu'on verra. Mais je rassure toujours les gens, mais dans 20 ans, on demandera où ça a commencé. Et on se rappellera que ça a commencé avec vous. Et donc, si on ne sort pas de cette logique de court terme, on va rater le coche parce qu'on va faire des choses qui ne sont pas solides. Tout ce qui est fait à court terme sont des choses pas solides. Donc, vraiment, je suis très heureux d'être là. Merci d'être là, nombreux. Et puis, à bientôt. Merci.